Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors notre époque, vous savez, au point de vue économique et politique, est secouée par des forces contraires, on dirait, ça c'est de façon gentille. D'un côté, on a les tenants du libre-échange et de l'ouverture des frontières nationales au commerce mondial, les élites multiculturalistes, les inclusifs, les vertueux de tout poil. De l'autre, ceux qui sont tentés par le retour aux frontières, aux protections sociales de l'État, censés représenter les réactionnaires et autres frileux et ennemis du progrès. Deux camps qui semble ne plus s'entendre du tout et de moins en moins en plus. C'est dans cette perspective que nous pourrions analyser avec un Z les tenants et aboutissants de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale, chroniqueur à cette émission, qui a écrit plusieurs articles incendiaires, dirais-je, même en tout cas très critiques de l'AECG. Sur son blog du Journal de Montréal. SPST, bonjour et bienvenue. Bonjour JPT. Alors JPT et SPST vont parler de AECG. Tout à fait. Donc ARVM. Bon, AECG, c'est l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. On parle de quoi là-dedans? Alors exactement. Écoutez, on parle de quoi? On parle de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à distinguer sur ce qu'on peut appeler un accord de libre-échange qu'on dira de troisième génération. Parce qu'il y a déjà première et deuxième génération. Et voilà, vous avez tout compris. Il y a même une théorie du libre-échange qui les précède et qui est dans le monde, dans le milieu académique. C'est une théorie qui vient du 18e siècle, non? C'est un vieux truc. Écoutez, oui, regardez, il y a d'abord, évidemment, les théories de Ricardo, David Ricardo. Je parle pas de Ricardo, le cuisinier, bien sûr, mais de Ricardo, l'économiste anglais. Et ensuite... Je vous ai déstabilisé avec ça. Oui, et ensuite, par le théorème Heckscher, Olin et Samuelson, qui a par la suite été largement débattu dans le monde académique, qui a été remis en question. On peut, encore une fois, comme bien des théorèmes économiques, on peut pas trop savoir il y avait du vrai ou s'il y avait du faux là-dedans. Ce n'est qu'à l'usage qu'on voit si c'est vrai ou faux, c'est ça? D'une part, sauf que ça explique pas en soi que le paradigme du libre-échange soit devenu aussi dominant, à mon avis. Il y a dû avoir des jeux de coulisses. En 2-3 minutes, Simon-Pierre Savard-Tremblay, oui. Si possible. Faisons les deux premières étapes du libre-échange. La première fois que ça a été théorisé, si vous voulez, c'était par ce David Ricardo, économiste à cheval entre les 18e et 19e siècles. Ça concernait la libre circulation des marchandises, j'imagine. Oui, écoutez, c'était le théorème, d'abord, c'est un théorème de commerce. C'est un théorème à l'effet que il serait préférable pour chaque pays, qu'on appelait la théorie des avantages comparatifs, il serait préférable pour chaque pays de se spécialiser dans un domaine vers lequel il est soit le meilleur, soit le moins désavantagé. Ce qui est logique. Oui, et dans ce théorème-là, il était question, à un moment donné, de dire il faudrait que la circulation soit libre. Autrement dit, droits de douane les plus faibles possibles. Circulation de quoi? Des marchandises en question. Uniquement? Oui. Alors, c'est ensuite ce qui fait partie des accords de libre-échange qu'on dit de première génération. Oui. Là, on parle du General Agreement on Tariff and Trade, le GATT, oui. Et qui était l'ancêtre, en fait, de l'Organisation mondiale du commerce. Ça est venu juste après la Deuxième Guerre mondiale, non? Tout à fait, exact, oui. Bon, et ça, c'était la libre circulation des marchandises et de quoi d'autre? Écoutez, c'est l'abaissement des droits de douane. C'est, donc, autrement dit, que les restrictions soient les plus faibles possibles sur l'entrée des produits étrangers. Uniquement produits? Oui, seules les marchandises à ce moment-là. Ça, c'est la première génération de libre-échange. Oui. Okay. Passons à la deuxième maintenant. La deuxième. Alors, la deuxième, ça touche, outre les marchandises, à la libre circulation des services, des investissements, des marchés. Ça touche aussi au marché, à l'ouverture des marchés publics, aux questions de propriété intellectuelle. Donc, déjà, on est plus large. On englobe de plus en plus des traités qui ne vont pas être simplement des traités sur l'abaissement des droits de douane. L'ALENA, par exemple? L'ALENA en est un exemple. Oui, on parle bien sûr donc de l'accord de libre-échange nord-américain, Canada, Mexique, États-Unis, qui en est un, effectivement. Et puis là, il y a une nouveauté aussi dans l'ALENA à ce moment-là. Il y a des clauses qui favorisent les poursuites des transnationales contre les États lorsqu'elles sentent que leurs capacités à faire du profit sont lésées. Si un État, par exemple, impose une taxe particulière ou ci ou ça, la compagnie peut poursuivre l'État. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le fameux chapitre 11 de l'ALENA,
qui mentionne qu'aucune compagnie, aucun investisseur étranger ne saurait être exproprié. Ça va de soi, je crois. Mais il est question aussi d'équivalent à l'expropriation. Et puis c'est là où ça a donné lieu à un paquet de poursuites. Autrement dit, par exemple, on en a vécu une en vertu de l'ALENA plus récemment. C'est Lone Pine Resource qui poursuit le gouvernement du Canada à cause du moratoire sur les gaz de schiste. Donc on estime qu'une mesure environnementale comme ça serait, selon la compagnie, l'équivalent d'une expropriation. Donc ça, c'est la deuxième étape du libre-échange. Il faut préciser d'ailleurs que ce mécanisme-là, dont je vous parle, investisseur-État qu'on appelle, il a été repris dans une multitude d'accords commerciaux par la suite. Donc la troisième étape du libre-échange à laquelle appartient donc l'AECG, qui est l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Ça, tout comme le partenariat transpacifique dont on parle beaucoup aussi. Même chose. Et ça, on est vraiment dans la troisième étape, là, dont le fantasme est d'abaisser toutes les barrières pour n'importe quoi. Écoutez, là, on va encore plus loin. Le champ d'application est devenu beaucoup plus large. C'est-à-dire que, pour commencer, bien loin d'alléger les charges réglementaires, c'est plutôt, on constate que, parce qu'on nous prétend que c'est un abaissement des charges réglementaires, au contraire, on voit que c'est des traités qui font dans la surenchère réglementaire. Vous savez, c'est des milliers de pages de règlements où tout est vérifié, contre-vérifié et contre-vérifié à la virgule près. Puis évidemment, tout n'est pas si clair que ça dans la mesure où il y a une industrie aussi pour l'interprétation des litiges, mais ça, c'est une autre question. Mais donc, c'est des accords extrêmement volumineux où on intègre les enjeux environnementaux, les normes de travail. C'est extrêmement large, là, ça va encore plus loin. Et puis, ce sont des accords qui visent une transformation en profondeur de la vie interne des États pour tendre finalement vers une uniformisation des lois. Mais j'ai l'impression, là, Simon-Pierre, ça va trembler, j'ai l'impression d'intuition, je ne suis pas économiste ni sociologue comme vous l'êtes, mais j'ai l'impression qu'on est en train de découpler de plus en plus la notion de marché de la notion de État, nation, peuple, collectivité. C'est comme si tout ça se fondait dans un grand marché et sans plus aucune barrière. Qu'on veut uniformiser. C'est ça, hein? Exact, oui. Et puis, votre critique porte précisément là-dessus. Ben, ces accords de troisième génération ne sont plus des accords qu'on pourrait dire à proprement parler de libre-échange, dans la mesure où... Il n'y a plus d'échange? Ou c'est plus libre? Ils sont déjà là. Oui. Les droits de douane sont déjà extrêmement faibles. Vous savez, Joseph Stiglitz, le grand économiste qui avait été conseiller de Bill Clinton, qui était à Ottawa il y a quelques mois, a dit le partenariat transpacifique, donc comme on disait un autre accord du même genre, et il disait the partnership is about many things, but free trade not so much. Le partenariat concerne beaucoup de choses, mais le libre-échange, pas tant que ça. Pas tant que ça, voilà. Parce que les droits de douane sont déjà extrêmement faibles. Ce n'est plus une question de commerce entre les nations. Au contraire, l'idée de nation est complètement dépassée là-dedans. Là. Yes, et ça... Bon, alors, on va aussi parler... Vous tapez à boulet rouge sur le représentant du Québec, Pierre-Marc Johnson, dans votre blog. Je pense que vous n'êtes pas très tendre à son égard. Philippe Couillard non plus, on prend pour son grade dans vos textes. Qu'est-ce que vous leur reprochez à eux? Mon Dieu, par où commencer? On a même pas un quart d'heure. Hein? Ah oui, OK, bon. Alors, écoutez, M. Johnson, donc premier ministre du Québec de 1900... Au 20e siècle. En fait, en 85, parce que c'est la seule année où il a été premier ministre du Québec, et chef du Parti québécois de 85 à 87, qui a ensuite retourné sa veste, qui se dit partisan du Parti libéral depuis 2005, ce qui a ouvert la voie à ce qu'il se fasse offrir un paquet de généreux contrats dans l'administration. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui changent de trucs, d'allégeance, et qui sont même populaires. Alors, mettons ça sur le compte de la coïncidence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez relevé? Plusieurs choses. Alors, écoutez... Ça abuse. Ça abuse, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, l'AECG, c'est les négociations dans le secret le plus total. Ça commence comme ça. Ensuite, le représentant du Québec, Johnson, dont nous parlions, compare les adversaires l'été dernier, il compare les adversaires du libre-échange aux climato-sceptiques et aux défenseurs de la cigarette. Autrement dit, la cigarette, c'est évident que c'est nocif. Le climat, c'est évident qu'il se dérègle. Mais le libre-échange, c'est pas évident que c'est nocif. J'ai malheureusement une petite nouvelle pour M. Johnson. Allez-y. C'est que... quand on regarde, par exemple, je vous ai donné l'exemple de Lone Pine Resource qui poursuit le Canada à cause du moratoire sur les gaz de schiste. Je pourrais aussi vous donner l'exemple qui s'est passé en Australie il y a quelque temps.
à la fin de l'année 2012, en Australie, les paquets de cigarettes dits neutres, donc sur lesquels il est interdit d'apposer un logo, ont été mis en place. C'est une décision de l'État australien. La compagnie de cigarettes Philip Morris, encouragée par les accords commerciaux qui permettent un tel bras de fer judiciaire, a alors intenté une poursuite à l'Australie pour préserver son droit d'engranger les profits en multipliant les cadavres. Donc, s'il reste encore des climato-sceptiques et des défenseurs de la cigarette, ils sont davantage libre-échangistes pour leur propre bien. Parfait. Mais dans votre blog du Journal de Montréal, j'ai compris. Simon-Pierre Savard-Tremblay, dans votre blog du Journal de Montréal, vous consacrez quelques textes à cette question de l'AECG, donc cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il y a tout un vocabulaire auquel vous en prenez. On parle de progrès, on parle de liberté, on parle d'ouverture. Évidemment que dès qu'on est pour l'ouverture, on est pour la vertu. Les gens qui s'inquiètent sont fermés et donc pas progressistes et ce sont des cutéreux, enfin que sais-je. Exactement. Alors ça, c'est la missive que le gouvernement Couillard a envoyée à la Wallonie. Parce qu'il faut savoir que la Wallonie bloque le processus actuellement. Ils se sont fait donner un ultimatum par la Commission européenne. Et malgré tout, ils ont hier soir eu une réunion d'urgence puis ils ont dit, malgré tout, on n'est pas dans les délais. Tant que nos demandes ne sont pas comblées, il n'est pas question qu'on embarque là-dedans. Mais vous semblez dire, Simon-Pierre Savard-Tremblay, que tout ça, c'est enrobé d'un vocabulaire un petit peu lénifiant qui vise à endormir les consciences? Écoutez, c'est une caricature de politiquement correct, de langage léché, là, de termes du genre... Je vous lis un extrait de la missive qui est envoyée. Pas long, parce qu'on a le temps file. L'AECG est un accord progressiste et moderne sans précédent. Écoutez, je saute aussi. Là. L'ouverture crée de l'emploi, la fermeture a l'effet inverse. Il est question de choix de l'ouverture et de la confiance. Avez-vous déjà vu quelque chose aussi quétaine? Oui. Mais bon, on en reparlera une autre fois. On fera une autre chronique sur la quétainerie de beaucoup de textes officiels. Sauf que vous voyez, les moqueries ne s'arrêtent pas là non plus. Les moqueries par rapport au peuple wallon ne s'arrêtent pas là. Puis les Québécois ne sont pas le seul dindon de la farce là-dedans. Qu'est-ce qu'on dit de quel genre de moquerie? Écoutez, par exemple, vous avez en fin de semaine dernière Jane Murphy, qui est vice-présidente de la Chambre des commerces Canada, Belgique, Luxembourg, qui est un lobby de firmes transnationales. Elle dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'invasion d'ours et de sirop d'érable. Donc, ce n'est que cela. Calmez-vous. Ce n'est que cela. Bien entendu, les craintes des Wallons, ce n'est que la crainte des ours et du sirop d'érable. Heureusement que nos élites, avec un grand Z, sont là pour calmer des phobies populaires aussi rationnelles, n'est-ce pas? Si je vous comprends bien, Simon-Pierre Savard-Tremblay, le peuple ou les gens qui réagissent... Mais là aussi, un José Bové, que vous avez interviewé, je pense. Oui, tout à fait, sur mon blog également. Toute l'histoire, on l'avait bloqué à la frontière, finalement on lui a permis de rester, etc. Il est de votre côté, de ce qu'il pense de la même chose que vous, pour certaines choses. Sur certaines choses, oui, on a un point de divergence assez fondamental qui est la dernière question. En tout cas, on invitera vos auditeurs à aller lire mon blog là-dessus. Donc... Mais José Bové, quel fiasco diplomatique. Alors, il est bloqué. Les élites qui sont d'habitude si partisanes de la libre circulation des marchandises, des capitaux et des individus, découvre soudainement les vertus du blocage, du contrôle des frontières. Alors José Bové reste aux douanes des heures, il se fait dire tu t'en vas, le lendemain il fait quand même sa conférence de presse, puis finalement ils lui disent tu as le droit de rester. Mais quel fiasco! Mais des José Bové, il y en a une tonne en Europe, il y en a beaucoup ici, vous en êtes un, vous ne lui ressemblez pas, vous avez certaines divergences. J'ai pas la moustache. Vous n'avez pas la moustache, et au niveau politique vous n'êtes pas vraiment, vous pensez pas les mêmes choses souvent. Il y a aussi une université qui a publié une étude, et vous en faites état, c'est l'université Tufts, qui est pas loin de Boston et qui produit des grands noms, des grands penseurs et tout ça, qui a publié une étude et qui dit attention, tout n'est pas si joli, il y a des risques liés à l'AECG, qui est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. En effet, ça se décline essentiellement en 6 conclusions. La première, c'est que la balance commerciale va être positivement servie seulement pour l'Allemagne, en France et en Italie, mais ça va se faire au détriment des autres pays. Donc du Canada. Notamment. Deuxièmement, l'AECG va mener va mener à ce qu'une plus grande part des PIB nationaux vont être concentrés entre les mains du capital et tandis que la part consacrée au travail va décliner. Oui. Troisièmement, compression salariale. Quatrièmement, importante chute de revenus des gouvernements, on pouvait s'en douter. Cinquièmement, 230 000 emplois qui seraient perdus d'ici 2023 dans les pays signataires de l'AECG. Et sixièmement, potentielle chute de croissance. Mais quand Pierre-Marc Johnson a eu à réagir à ça, il a dit « C'est une mauvaise étude parce que le but de l'accord n'est pas de régler les problèmes sociaux, mais de favoriser le commerce entre les pays. » Et il a raison ou pas?
Vous direz non, évidemment, mais je l'écoute et je me dis oui, il a peut-être raison. Il y a absolument raison. Il n'y a qu'une seule étude. On se doutait que le but n'était pas de régler les problèmes sociaux, mais favoriser le commerce entre les pays, c'est autre chose. Ce n'est pas favoriser le commerce entre les pays. C'est finalement de fondre l'ensemble des pays dans une espèce de marché où la mobilité va être intégrale, où les transnationales seront reines. C'est ça en réalité. Et la culture ne sera pas assez forte pour résister ou pour se tenir debout dans ce flot, dans ces échanges commerciaux? Vous voulez dire la culture? La culture, les traditions, la mémoire d'un peuple, l'identité, la culture. Je ne parle pas uniquement des biens culturels ou des industries Parce culturelles. Parce que ça aussi, il y en aurait à dire. On pourra en reparler une autre fois, j'imagine. Mais... Oui, pour l'instant, c'est un peu serré. C'est un peu serré. Mais je veux dire, votre crainte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, que beaucoup de gens partagent également, c'est que les questions identitaires vont être balayées par ce flot d'indistinction qui vient avec le commerce international? Écoutez, les territoires nationaux ont aujourd'hui pour but non plus de transmettre une mémoire, non plus pour but de transmettre un enracinement vers ceux qui l'habitent, comme de génération en génération. Au contraire, aujourd'hui, c'est de fournir les outils à l'individu et à l'agent économique, à la compagnie, autrement dit, qui s'installe, de pouvoir s'émanciper le plus rapidement possible du cadre territorial national. Mais c'est ça où moi j'accroche dans ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est que oui, je veux bien qu'il y ait une volonté de déracinement des individus grâce au commerce mondial, aux multinationales, etc. Mais les cultures sont quand même pluriséculaires dans beaucoup de cas, même voire millénaires. On ne balaye pas ça d'un traité de libre-échange. Mais Dieu merci qu'il y ait encore une common decency, qu'il y ait encore une conscience commune. Je ne parle pas de ça, moi je parle de certaines cultures. L'Inde, la Chine sont vieilles. Le Japon sont vieux. Est-ce qu'ils ont ce même fantasme que vous avez de disparaître de la carte? Moi, je n'ai pas ce fantasme-là du tout, je vous rassure. Sauf que je souhaite que ces peuples-là soient malgré tout, même si, bien entendu, ils par leur intégration au commerce, dans certains cas, ça a été bénéfique pour certains, ça a été le développement économique. Je souhaite que l'Inde et la Chine aient des cultures, comme vous dites, qui sont de très longue date dans l'histoire. Je souhaite que ces peuples-là soient en mesure de conserver leurs traditions, de conserver ce qu'ils sont, de conserver leurs repères. Mais je crains néanmoins que le modèle qui est inspiré aujourd'hui en soit un déracinement radical. Et puis, il y a toutes sortes de choses aussi, il y a toutes sortes d'outils au-delà des simples traités, des outils normatifs qui sont mis en place. Puis ça aussi, je pourrais vous en reparler une fois, là, mais c'est une véritable course à la renommée. Là-dessus, on peut dire qu'on titille encore les cultures nationales, les fiertés nationales, devrait-on dire, dans la mesure où on incite les États, par le biais des classements de la compétitivité, à être le mieux placé possible. Autrement dit, soyez le mieux placé dans les palmarès, vous allez être fier de votre coup. Mais en réalité, quand on regarde les critères de ces classements-là, c'est dans les faits, comment servez-vous le mieux les compagnies? Autrement dit, c'est la négation de l'idée de culture qui est différente de la voisine. C'est-à-dire qu'il y aura un jury d'une élite mondialisée, si vous voulez, multinationalisée, si j'ose dire, qui va distribuer des bons points avec un ou deux seuls critères, et toutes les cultures vont se bagarrer pour avoir le premier prix, si je vous comprends bien. On peut dire ça. D'une certaine façon. C'est complexe, mais d'une certaine façon, on peut dire que c'est... Oui, on ne peut pas réduire les traités de libre-échége à cette simple considération, mais en tout cas, c'est ce qui explique en partie aussi la levée de boucliers, les protectionnismes, les populismes aussi, j'imagine, je le dis sans esprit critique. C'est évident qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, et puis même, quand il y a une crise financière ou une crise économique... Les États redécouvrent soudainement, les élites des différents États redécouvrent soudainement ce qu'ils cherchaient à brûler, c'est-à-dire l'État, les bienfaits des frontières, découvrent ça soudainement. Mais à partir du moment où ça recommence à aller bien, on retourne dans les vieilles habitudes. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous nous parliez donc de l'AECG, qui est l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. On peut lire vos textes sur votre blog du Journal de Montréal. Absolument. On n'a qu'à taper les mots très simples: Simon-Pierre Savard-Tremblay, Journal de Montréal. C'est très facile. Quelques mots de suite, ça se retient bien. Avec 10 petits doigts, ça va assez vite. Absolument. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient de sortir chez VLB Éditeur, L'État succursale, la démission politique du Québec. Il sort la semaine prochaine, en fait. Il sort la semaine... Oui. Donc, j'ai gaffé en parlant de... Écoutez, non, mais c'est simplement, on voudrait éviter à vos auditeurs un déplacement inutile à la librairie du coin. Alors, vous vous déplacerez la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, un nouveau centre pour contrer la radicalisation et culture et foi. À la régie, Cynthia Lemoine. Ici, Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.